Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La prévalence contraceptive au Bénin tourne autour de 12% malgré les efforts de sensibilisation. Les pesanteurs socioculturelles influent encore sur la décision des populations. L'épidémie de fièvre Lassa refait surface au Bénin. Des cas ont été détectés dans le département du Borgou. La riposte est immédiate. Comportement et savoir-être en situation professionnelle, c'est le titre d'un ouvrage publié par Pulchéri Nonoumi. L'auteur y détaille les bons comportements adoptés dans l'administration. La sous-région ouest africaine veut donner une autre dimension à la promotion des arts et de la culture au sein de l'espace. Pour ce faire, des experts et acteurs culturels sont réunis à Cotonou. Depuis ce lundi 10 décembre, la finalité de leur conclave est d'examiner la politique culturelle des pays membres de la CEDEAO. Les travaux de cette réunion s'étalent sur 3 jours et devront permettre aux pays participants de disposer d'un document stratégique validé de tous. Ce document va servir de feuille de route dans chacun des pays membres de la CEDEAO. Malgré toutes les actions de sensibilisation et la subvention du coût des contraceptifs, le Bénin est encore à la traîne. Sur le terrain, la réticence des populations, notamment des époux, constitue une barrière à la vulgarisation de la planification familiale. Ce reportage de Heureuse Danondé apporte des explications aux nombreuses idées reçues sur la contraception. Parce que la planification familiale. Plusieurs décennies déjà que le Bénin s'est engagé dans cette dynamique. Mais ce concept est encore loin d'être accepté par tous. Beaucoup de facteurs, dont la stratégie utilisée par les médecins pour faire adopter la contraception aux femmes, sont pointés du doigt. Il y a souvent les gens qui parlent de quand on vient là, il faut faire examen, il faut faire ci avant de pouvoir adopter une méthode. Au fait, ce n'est pas ça. Si la femme arrive qu'on la classe dans la catégorie 1, c'est que d'office, la femme n'a que des avantages quand elle adopte la méthode qu'elle a choisie. Si éventuellement on la classait dans la catégorie 2, il y a les risques et les avantages. Mais cette fois-ci, les avantages priment sur les risques. Là, généralement, elle peut adopter la méthode. Maintenant, la troisième catégorie, on tient compte des risques et des avantages. Mais là, les risques priment sur les avantages. Il faut faire attention. Elle peut adopter la méthode. Mais s'il y a une autre méthode qui la classe dans les 2 premières catégories, il vaut mieux qu'elle choisisse dans ça. Maintenant, au cas contraire, on la suit. Là, il y a des examens à faire, des examens complémentaires à faire pour vraiment confirmer qu'elle peut utiliser la méthode. On parle là d'une contre-indication relative. Maintenant, par rapport à la 4e catégorie, c'est que d'office, elle ne peut jamais utiliser la méthode. Là, c'est une contre-indication absolue. Et on prend le temps d'expliquer pourquoi elle ne peut pas faire. Personne ne veut mourir. La procédure est bien claire, mais la planification familiale rencontre encore trop de réticences jusqu'à ce jour. Des époux, de façon catégorique, interdisent les méthodes de contraception à leur épouse et des femmes refusent d'en adopter à cause des conséquences qui pourraient en découler. Dans le même temps, certaines femmes le désirent, mais ont une honte de franchir le seuil des cliniques de l'ABPF à cause des pesanteurs sociaux. Vous avez sorti un mot tout à l'heure, conséquence. Au fait, ce n'est pas une conséquence. Souvent, on parle d'effet secondaire. Parce que tout produit chimique a un effet secondaire. Le risque est vraiment différent. Si la femme qui a une hypertension et qui ne devait pas faire la méthode, faisait la méthode, ça peut augmenter son hypertension. Et l'augmentation de cette hypertension peut donner d'autres pathologies. Même si elle veut faire la pilule, il faut qu'elle nous dise la vérité vraiment et rien que la vérité.
En 2011, la prévalence contraceptive au Bénin était de 7,9%, pendant que les autres pays de la sous-région étaient déjà à 2 chiffres. Difficilement, en 2015, le Bénin a atteint 12%. Les acteurs de la planification familiale reconnaissent la complexité de leurs tâches, mais ne baissent pas les bras. La méthode de contraception, ce n'est pas une fascination. Si vous avez déjà en vous une maladie, vous allez toujours développer la maladie. Donc, on ne va pas être fatigué de parler. Moi, je crois que c'est ça. Nous allons parler et continuer de parler. Les gens finiront par comprendre. L'objectif de la phase d'accélération du partenariat de Ouagadougou est d'amener d'ici 2020 2,2 millions de femmes dans 9 pays de l'Afrique francophone, dont les Béninoises, à adopter les méthodes de la planification familiale. Mais le Bénin est-il sur la bonne voie? Nous parlons toujours santé. La fièvre épidémique à virus Lassa est de retour. Déjà 2 cas confirmés dans le nord du Bénin. Les dispositions sont prises par les autorités pour contenir l'expansion de l'épidémie, mais de saines habitudes permettent de prévenir le mal. Bienvenue Koudjo, infectiologue, membre de la commission du traitement et suivi du Lassa, nous en parle. Il est au micro de Louis Koudogbo et Marianne Bossemedi. La maladie à virus Lassa est une maladie fébrile et hémorragique qui se reconnaît d'abord par des signes tels que la fièvre, des courbatures, des maux de tête, des maux de gorge. Et dans la suite, le malade peut être amené à saigner, à présenter ce que nous appelons hémorragie. Ça peut être hémorragie minime, telle que saigner des gencives, ou une piqûre peut également saigner plus que d'habitude, ou carrément la personne peut vomir du sang ou bien faire des diarrhées, ce que nous appelons les diarrhées sanglantes, diarrhées rouges. Ces signes ne sont pas spécifiques pour cette maladie puisqu'on peut les retrouver dans d'autres maladies aussi. Le diagnostic va se poser suite à des prélèvements au laboratoire. Actuellement, nous sommes à 2 cas confirmés et 1 cas probable. Et tous ces cas concernent la même famille. Pour la prévention d'une façon générale, c'est de respecter l'hygiène de vie, l'hygiène des mains, c'est-à-dire se laver régulièrement les mains. Et pour les agents de santé, s'ils n'ont pas vraiment le dispositif pour se laver régulièrement la main, il y a les gels hydroalcooliques qui sont utilisés, n'est-ce pas? Ensuite, au sein des communautés, il faut informer les autorités sanitaires surtout des différents cas. Il faut couvrir les repas, éviter que les repas soient contaminés par des vecteurs tels que les rats et autres. Il y a donc la mobilisation des relais communautaires. Ce sont des agents provenant des communautés. Ils ne sont pas forcément agents de santé, mais ils sont formés également pour sensibiliser la communauté sur les signes et sur la conduite à tenir. Et en milieu communautaire toujours, si il arrivait qu'un parent décédait, il ne faut pas que la famille se charge de son animation. Il faut confier l'animation aux agents de santé qui sont formés pour le faire dans un cadre d'animation digne et sécurisé tel que nous l'appelons dans notre jargon médical. En cas de suspicion, il faut s'orienter forcément dans un centre de santé. Littérature, après avoir publié plus de 5 livres, Pulchérie Nonoumi lance comportement et savoir-être en situation professionnelle. Partant du principe que nous sommes tous différents, pas forcément transparents ni prévisibles et certainement perfectibles, l'auteur détaille les moyens qu'il faut avoir à l'égard des usagers qui ont besoin des services dans les administrations. L'accueil est une mission essentielle qui conditionne la relation entre l'administration, aussi bien publique que privée, et les usagers. Cependant, bien accueillir ne s'improvise pas et les pratiques ne sont peut-être pas les plus adaptées aux attentes et besoins d'aujourd'hui. Tout le monde parmi vous ici a été victime de... Qu'est-ce que vous avez venu chercher ici? Qui vous a appelé ici? Que est-ce que vous cherchez? Dans l'administration publique comme privée, tout le monde a été victime de ces comportements désagréables. Une situation que Pulchérie Nonoumi dénonce dans son ouvrage intitulé « Comportement et savoir-être en situation professionnelle ».
Aujourd'hui, ce n'est plus seulement le savoir-faire, j'ai tel diplôme, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais on a besoin de plus en plus de personnes qui sachent exactement comment se comporter à un moment donné. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas tellement le savoir-faire qui fait défaut, mais c'est surtout le comportement. Regardez ce qui se passe. Vous investissez pour recruter un employé. Mais la plupart du temps, on se sépare d'un employé, non pas parce qu'il n'a pas de savoir-faire, mais plutôt parce que le comportement n'y est pas. Mais l'auteur ne s'est pas seulement contenté de dénoncer le fait. Cet ouvrage est un bréviaire aussi bien aux apprenants qu'aux professionnels en situation de travail. Cette secrétaire de direction est allée puiser dans ses nombreuses années d'expérience pour transmettre à la nouvelle génération les bonnes pratiques, notamment comment se présenter, se vêtir et surtout comment aménager son espace de travail. Le livre aborde ces thèmes vraiment écrit dans un français très facile qui permet à tout le monde de comprendre. Et ce ne sont pas des concepts, un jargon élevé où il faut être d'un certain niveau, non. Parce qu'on estime qu'en matière de comportement, que l'on soit, je ne sais pas, un planton, un directeur général, on a besoin de savoir. C'est un livre qui nous permet de faire un chemin avec l'excellence. Et nous en avons besoin pour des administrations modernes et prospères. Mais en même temps, ce livre nous trace les chemins à suivre pour faire les choses de meilleure façon. Comportement et savoir-être en situation professionnelle, c'est 205 pages subdivisées en 4 chapitres. L'objectif, c'est de créer un contact convivial et efficace entre usagers et agents. La Banque islamique de développement a ouvert une ligne de crédit de 12,1 milliards de francs CFA pour le financement du projet d'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à son enfant. Au Cameroun, cet appui financier de la banque intervient dans un contexte de redéploiement de la lutte contre le sida, dont le taux de prévalence est de 3,4% au Cameroun en 2018 contre 3,9% en 2016. Malgré cette baisse du taux de contamination, il est question de mettre l'accent sur la prévention, bien que la transmission de la mère à l'enfant soit passée de 7,8% en 2012 à 0,1% en 2018. La Mauritanie abrite la 5e édition du Salon international sur l'exploitation minière et pétrolière connu sous le nom de Mauritanie. De plus de 1500 délégués de grandes sociétés minières, pétrolières, investisseurs et représentants d'opérateurs du secteur industriel et extractif prennent part au forum. Cette conférence a pour but de présenter le potentiel gazier, pétrolier et minier de la Mauritanie et d'attirer de nouveaux investisseurs. Elle entend également renforcer les liens de confiance avec les opérateurs miniers et pétroliers déjà présents et confirmer davantage la position du pays en tant que destination privilégiée de l'investissement à moyen et long terme. Fin de ce journal, très bonne suite de nos programmes. Je vous retrouve à 19h45.